Salut à toutes et à tous, j'espère sincèrement que vous tenez bon, que la vie vous ménage un peu. Vous commencez à bien nous connaître quand on promet de vous livrer une information. On ne lâche pas l'affaire tant que la lumière n'est pas faite, tant que le dernier pan d'ombre n'a pas été arraché à la vérité. Et vous savez comment on fonctionne quand l'injustice frappe fort, quand l'indicible heurte la dignité humaine, et quand l'honneur de nos frères et sœurs est bafoué, on ne se contente pas de gratter la surface. Non. On creuse, on insiste, on franchit chaque barrière jusqu'à mettre à nu les visages derrière l'infamie. Ce qui nous occupe aujourd'hui, ce n'est pas une simple affaire. Appeler ça une affaire serait un euphémisme, presque une insulte à la souffrance. Ce qu'ont enduré deux membres du Croissant Rouge algérien, Yassine Bin Chatta et notre collègue l'ancienne journaliste Agerzoni, dépasse la ligne rouge torture, brutalité, humiliation, sévices en tout genre. Ce n'est plus du traitement, c'est de la barbarie. Et ce scandale ne peut rester couvert d'un silence complice. Nous avons remonté chaque piste, épluché chaque indice pour démasquer l'homme en uniforme qui, début mai 2025, tenait les rênes de la tristement célèbre brigade de recherche de Bir Mandreis. Ce même officier qui orchestrait les interrogatoires, distribuait les ordres comme des coups et donnait le feu vert à la torture comme on signerait un simple formulaire administratif. Le même qui, sans frémir, a laissé deux êtres humains privés de pain, d'eau et de dignité, ce chef d'orchestre de la cruauté, un certain Sam Amlou, un petit monsieur mais grand dans l'abus, car faut-il le rappeler, Agerzoni n'a pas braqué une banque ni trahi la nation. Son crime, si on ose utiliser ce mot, c'est d'avoir osé dire non. Non à la brume opaque de la gestion Amlou. Non aux manigances financières louches à ses dessous de table, déguisées en procédures à ces petits arrangements si sales qu'ils feraient rougir la légalité elle-même. Et pour cela, elle a payé. Elle et Yassine ont été jetés en garde à vue début mai. Leur seul tort, dire la vérité, et le prix 6 mois derrière les barreaux. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, et on les libère à peine au moment où vous entendez ces mots. Enfin, on reverra les dates exactes, mais l'essentiel est là, l'injustice, elle n'a jamais attendu de calendrier pour frapper. Le cœur du drame, ce n'est même pas la condamnation en elle-même. Le vrai scandale, c'est la manière dont ces deux personnes ont été arrêtées, maintenues en garde à vue et traitées selon leurs propres témoignages. On parle de détention arbitraire et de mauvais traitement. Et encore, ce que le public a entendu n'est qu'une fraction de ce qu'elles disent avoir subi. Elles ont retenu des détails par pudeur, par retenue, par peur de heurter une société où certaines souffrances, quand elles touchent à l'intimité, surtout celle d'une femme, restent presque impossibles à raconter à haute voix. Vous le savez, dans notre culture, certains sujets sont recouverts d'un voile lourd, un silence qui protège mais qui étouffe aussi. C'est pour cela que Ager n'a pas pu tout révéler. Et c'est peut-être ce silence-là qui est le plus glaçant. Ce que décrivent les victimes à propos de ce qui se serait passé dans les locaux de la brigade de recherche de Bir Mandreis glace le sang. On parle de scènes qui nous renvoient de soudain à des périodes sombres de notre histoire nationale, celles que l'on croyait à jamais refermées, enterrées dans la douleur de la décennie noire. Et même par certains aspects, ces récits rappellent les méthodes de régime autoritaire tristement célèbres des États où l'appareil sécuritaire écrase l'humain, comme ce qu'on a vu en Syrie sous Bachar al-Assad. Des images que l'on pensait appartenir au passé. Et pourtant, selon les récits recueillis, l'homme qui aurait dirigé la brigade de recherche de Bir Mandreis porte le nom de Kaïs Zerdoum. Oui, vous avez bien entendu le lieutenant-colonel Kaïs Zerdoum. Je le répète parce que les titres parfois servent à masquer ce qu'on préfère ne pas voir. Cet officier de la gendarmerie nationale aurait disposé à l'époque d'une autorité totale sur l'unité. Une autorité avec un objectif clair, presque martelé, faire parler coûte que coûte celles et ceux qui osaient contester Mademoiselle Petit Amlou. Le rôle qui lui aurait été confié, soutirer par tous les moyens possibles, je dis bien tous les moyens des informations sur celles et ceux qui, derrière des écrans ou des comptes anonymes, exposaient ce qu'il présentait comme les zones d'ombre de sa gestion financement opaque, réseau d'intérêts personnels, avantages obtenus dans l'ombre, bref, tout ce qui dérange lorsqu'il remonte à la surface. Pour résumer, l'enjeu était d'étouffer les voix dissidentes, traquer les sources
et réduire au silence ceux qui dénonçaient ce qui ressemblait, selon eux, à une gouvernance profondément trouble. Selon les témoignages recueillis, c'est cet homme, oui, lui précisément, qui serait au centre de toute cette affaire de torture, de violence et de traitement humiliant. D'après ces mêmes récits, Kay Erdoum n'est pas resté longtemps à la tête de la brigade de Birmandrais. Et pour beaucoup, ce départ serait le signe évident qu'il n'aurait jamais dû porter l'uniforme de la gendarmerie nationale. Certains le décrivent comme un officier compromis, miné par l'ambition et les intérêts personnels. Je pourrais employer des mots plus durs, mais ce n'est pas nécessaire. Les faits évoqués parlent d'eux-mêmes. Lorsque son affectation a changé, toujours selon ses sources, il aurait été muté vers le groupement territorial de la gendarmerie à Annaba, où il se serait vu confier la direction d'une autre unité d'investigation. Mais là encore, sa réputation l'aurait rattrapé. À peine arrivé, il se serait fait remarquer, non pas par son sens du devoir, mais par des excès d'autorité, des décisions douteuses et un rapport particulièrement flexible avec l'éthique. Les autorités locales, puis plus tard ses supérieurs, auraient fini par réagir. On parle de tensions graves, de conflits internes, de dossiers embarrassants. Selon les informations rapportées, il aurait été sanctionné, suspendu et même exposé à des poursuites disciplinaires pour violation répétée de ses obligations d'officier. Un parcours où à chaque étape, l'ombre semble suivre l'uniforme. Aujourd'hui encore, son parcours reste enveloppé de zones d'ombre. On se demande, a-t-il été réellement traduit devant une juridiction? A-t-il été puni en profondeur ou simplement sermonné dans un couloir? A-t-il subi une suspension symbolique? Ou bien continue-t-il quelque part à exercer tranquillement? Depuis ce qui s'est produit à Annaba, c'est comme si Kay Erdoum s'était volatilisé. Plus aucune visibilité publique. Silence radio. Et ce silence-là est arrivé au moment même où les témoignages de Shatta et de Hajerzoni ont éclaté sur les réseaux. Témoignages qui, en quelques jours, ont traversé l'Algérie puis franchi les frontières. BBC Al Arabi, Al Jadid Euronews, la presse française qui s'y intéresse à son tour, Le Point, Marianne, Jeune Afrique. L'écho a gonflé, s'est amplifié jusqu'à devenir un scandale mondial. Un scandale qui, selon beaucoup, ternit profondément l'image du pays, sa crédibilité et même, osons le mot, son honneur. Ce que l'on sait d'après ce qui circule, c'est qu'il se trouverait toujours en Algérie. Toujours rattaché à la gendarmerie nationale, bien que suspendu. Mais pour ce qui est des sanctions exactes, si elles ont été appliquées ou dans quelle mesure, rien n'est clair. Tout cela remonte à quelques mois seulement, suffisamment proches pour que les traces soient encore tièdes, mais assez récents pour que l'opacité soit totale. Aujourd'hui, maintenant que son nom circule et que son rôle supposé est connu, la suite logique appartient aux institutions compétentes, la justice militaire, la sécurité de l'armée, la direction de la sécurité nationale et le ministère de la Défense. Ce sont eux qui doivent l'entendre, l'interroger, ouvrir une enquête sérieuse et rapide. Car le dossier ne peut plus rester suspendu dans l'air comme une fumée lourde. Les actes attribués à Kay Erdoum, si les témoignages sont avérés, ne ternissent pas simplement l'image de la gendarmerie nationale, ils la frappent en plein cœur. Pensez-y, un officier de la République dans l'enceinte même d'une brigade d'enquête qui laisserait une civile décrite comme influente entrer donner des ordres, dicter les procédures et décider du sort de personnes placées en garde à vue. Cela dépasse l'irrespect. On parle d'une inversion des rôles, d'une hiérarchie renversée, d'une obéissance déplacée. Selon les récits, Amlou n'était pas seulement présente, elle commandait. Elle appelait, elle exigeait, elle orientait. Elle aurait même, devant Erdoum, lui-même insulté et menacé Yassine bin Shatta. Elle aurait modifié, supprimé ou réécrit des procès-verbaux, puis ordonné de recommencer toute la procédure d'audition depuis zéro comme si la brigade entière était simplement son bureau personnel. Et lui, loin de s'y opposer, aurait laissé faire, comme si l'autorité n'était plus militaire mais mondaine, comme si l'uniforme s'inclinait devant un numéro de téléphone. D'après ce que racontent les témoins, M. Erdoum n'aurait ni dignité ni honneur, et pour certains, manquerait même d'humanité. Les récits insistent, une femme, sa prestance, l'uniforme des gendarmes, un corps établi de la République qui jadis s'est distingué dans la lutte antiterroriste, n'a jamais été forcée à plier par des chefs terroristes. Pourtant, selon ces témoignages, elle serait entrée dans une brigade et y aurait tenu la place du pouvoir.
On décrit la scène avec une ironie amère, une dame talon maquillage et atout de séduction qui viendrait dicter sa loi à un lieutenant-colonel. Toujours d'après ces récits sous son regard, on aurait retouché les procès-verbaux. On rayerait, on supprimerait des pages, on réécrirait des passages, puis on demanderait de tout recommencer. Autrement dit, disent les plaignants, c'est elle qui, à leur avis, aurait piloté la fabrication d'un dossier, transformant l'enquête en instrument de vengeance personnelle et de règlement de compte. Ce qui est en décrit ici dépasse l'entendement, littéralement. Et pourtant, silence. Une musique qui laisse la phrase flotter. Selon ceux qui dénoncent ces faits, ce n'est pas seulement un officier qu'il faudrait interroger, c'est l'institution elle-même qu'il faudrait regarder en face. La gendarmerie, disent-ils, devrait servir d'exemple non pas pour être imitée, mais pour montrer ce qu'il ne faut jamais devenir. On enseignerait cette histoire dans les écoles militaires comme un avertissement gravé dans le marbre. Voilà ce qui arrive quand l'uniforme oublie ce qu'il représente. Parce que porter cet uniforme, c'est prêter un serment. Un engagement clair, protéger la nation, défendre son peuple, préserver l'ordre public. Et ce serment-là, il se fait devant l'Algérie, devant ses citoyens, devant ses valeurs. Pas devant une personne, pas devant une faveur, pas devant une relation privée aussi influente soit-elle. On ne plie pas le genou devant une connaissance bien placée. On ne baisse pas la tête parce qu'une femme est proche de gens puissants. On se tient droit ou alors on ne le porte pas, cet uniforme. Je me demande vraiment comment un homme peut se regarder dans un miroir après de telles actions et comment il trouve le sommeil en sachant ce qu'on dit qu'il a infligé à ces deux personnes. Selon les récits, tout n'a pas été confié publiquement, notamment de la part de Hadj Zitounia. Et pour comprendre pourquoi elle garde le silence sur certains épisodes, il faut tenir compte du contexte culturel. La pudeur autour du corps et de l'intime chez les femmes en Algérie reste très forte. Si elle venait à exposer en détail ce qu'elle affirme avoir subi, plusieurs témoins préviennent que la colère populaire pourrait être immense. Pourtant, ajoute Kab, ses voix l'amour du pays et le souci de sa stabilité doivent primer. D'où ce dilemme, comment tolérer que des individus comme M. Zerdoum, selon les accusations, continuent de circuler librement et portent encore l'uniforme. Beaucoup estiment que c'est lui qui devrait répondre devant la justice, pas ses victimes. Parmi les faits rapportés, ils auraient fouillé le téléphone de Hadj Zitouni, découvert des conversations chiffrées entre elle et sa mère et d'après ce qu'on raconte, la menace a été utilisée comme levier, on l'aurait menacé d'arrêter sa mère pour la forcer à parler. Certaines sources vont jusqu'à dire que l'on envisagerait de rapatrier la mère depuis Skikda vers Alger, rien que pour obtenir des aveux et pour remonter aux personnes qui, d'après eux, alimentaient une page Facebook critiquant Madame Hamlaoui. Selon les témoignages rapportés, la scène se déroule ainsi. Hadj Zitouni aurait répondu à l'officier calmement, presque avec incompréhension. Mais enfin, c'était une conversation intime. J'ai tout de même le droit, avec ma propre mère, d'exprimer une opinion tant qu'elle reste dans notre cercle familial. Que ce soit sur Tebboune, sur SH, cela ne sortait pas de notre maison. Et lui, impassible, lui aurait rétorqué « Non, vous n'avez pas ce droit ». Dans cette logique-là, poursuivent les récits, parler des figures du pouvoir même dans son salon même à voix basse, serait déjà interdit. Alors elle aurait insisté, ironique, presque désespérée. Donc si demain je discute chez moi, fenêtre ouverte, et que vous passez dans la rue et entendez un mot de travers, vous débarquez chez nous pour me menotter? Réponse sèche, directe, glaçante. Oui, nous monterons, nous vous arrêterons, vous serez placé en garde à vue. À ce stade, les comparaisons ont jailli dans les discussions, la Syrie de Bachar al-Assad, l'Irak de Saddam Hussein, la Libye de Kadhafi. Et pourtant même dans ces régimes décrits comme implacables, l'intimité du foyer restait, dit-on, l'ultime refuge où la parole pouvait s'exprimer. Ici, selon les dénonciations, même cet espace se dissout. Alors la question circule brutale, sans détour. Comment un homme peut-il prétendre être un officier ou même simplement un être humain lorsqu'il prononce ce genre de phrase? L'honneur dans ce cas ne serait plus un uniforme mais un vêtement vide. Aujourd'hui, nous prenons position. Nous avons publié son identité et tous ses éléments parce que notre objectif est clair, obtenir la justice. Ce n'est pas la soif de vengeance qui nous guide, loin de là. Nous ne cherchons pas à rendre la pareille.
On croit simplement que le temps finit par faire son œuvre, les tortionnaires, les petits maîtres sans courage, ceux qui manquent d'honneur, tôt ou tard, la vie s'en chargera. Mais ce n'est pas une raison pour laisser l'impunité s'installer. Quand une personne est humiliée, quand une femme est bafouée ou quand on détruit un être humain pour satisfaire les caprices d'une autre, il faut des réponses claires. Notre demande est précise, un grand ménage dans les rangs des forces de sécurité, écarter ces profils dangereux qui broient et maltraitent les plus vulnérables pour plaire aux puissants. Nous demandons une enquête sérieuse, que M. Kabdou soit convoqué, entendu, mis en examen, le cas échéant jugé, et si les faits sont établis, condamnés. Voilà notre exigence qu'on n'accepte plus dans notre pays, que l'on torture quelqu'un pour ses opinions privées envers une personnalité du régime. Ce qui est décrit ici dépasse les limites du tolérable. Nos aïeux, rappelons-le, se sont levés contre le colonialisme français précisément parce qu'il infligeait à notre peuple l'humiliation, la violence et les sévices que l'on dénonce aujourd'hui. Alors, dans un pays qui a mené une révolution de 1954 à 1962, pour reconquérir sa dignité, comment imaginer que ses enfants puissent accepter qu'un individu sans envergure se permette de torturer un homme et une femme simplement parce qu'il aurait exprimé des opinions sur une personnalité proche du pouvoir? Non. Le peuple algérien n'acceptera pas cela. Ici, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de justice, d'honneur, de dignité nationale. Et je parle en connaissance de cause. Moi-même, j'ai été détenu à la brigade de recherche de Blida. On ne m'a pas torturé, mais on m'a maltraité, insulté, menacé, notamment par le colonel Mourad Zardoudi. Il a essayé de m'humilier dans son propre bureau. J'ai tenu tête. J'ai passé 4 jours en garde à vue. Puis j'ai été emprisonné. Vous connaissez cette histoire, l'affaire montée de toutes pièces en octobre 2018, où on m'a opposé au général Belkacir, ou plutôt à ceux qui l'entouraient. J'ai purgé ma peine, j'ai été libéré en novembre 2019. Et puis la roue a tourné. Le maître de Zardoudi est tombé en 2019. Et peu de temps après, Zardoudi a chuté à son tour. Depuis 2020, vous savez où il se trouve, oui, derrière les barreaux. Là où il pensait ne jamais se retrouver. Pour ma part, je n'ai passé que 20 jours derrière les barreaux. Lui, en revanche, a connu des années 4, 5 peut-être, et il a tout perdu en chemin, l'autorité, les privilèges, la considération, même sa vie familiale. Tout s'est effondré. Il arrive un moment où l'addition tombe. La roue, vous savez, finit par tourner. Il y a le tribunal des hommes, il y a le tribunal de l'histoire, il y a ce qu'on appelle parfois la justice immanente, appelez-la comme vous voulez. Croyez-moi, l'impunité n'est que temporaire. Les petits tyrans, les médiocres, qui pensent échapper à tout, peuvent tenir un temps, des mois, des années, mais leur confort se fissure. Certains finissent en cellule militaire à Blida, sans retour. Moi, j'ai payé un prix court. Lui, il a payé cher et probablement plus long. Ce cycle se répète, les sans-gloires ne gagnent pas à la fin. Quelque part, la justice finit par l'emporter. Alors voilà ce que ces témoignages adressent à la DCSA, à la justice militaire, au ministère de la Défense et au commandement de la gendarmerie que la vie, tôt ou tard, se charge de chacun. Celui dont il est question ici recevra son dû d'une manière ou d'une autre. Mais vous avez une responsabilité immédiate, protéger votre propre honneur, préserver ce qu'il reste de votre crédibilité. Quand vous quittez votre maison le matin, regardez les vôtres, votre père, votre sœur, votre frère. Demandez-vous simplement, accepteriez-vous que l'on fasse subir à l'un d'eux ce que Yassine Bah et Hajer Zitouni disent avoir vécu? La réponse est évidente. Si vous ne l'acceptez pas pour votre sang, vous ne pouvez pas l'accepter pour les enfants d'autres familles algériennes. Parce que si vous laissez faire aujourd'hui, si vous fermez les yeux, le jour où vous tomberez de votre fauteuil, où vous ne serez plus protégé, où la roue tournera, et que vous redeviendrez simple citoyen, ce sont vos proches qui pourraient souffrir des mêmes abus. C'est ainsi que fonctionne l'histoire, elle revient toujours frapper à la porte de ceux qui n'ont pas tiré les leçons. Réfléchissez sérieusement. Ou comme on dit à méditer, et pas demain maintenant.